Du coup, bonsoir et bienvenue à tous. Bienvenue à ce webinaire Thermocopro, organisé par la ville de Montreuil et également par l'Agence locale de l'énergie du climat MDE. Attendez juste. Voilà. Pour bien commencer ce webinaire, l'idée c'est que pour tous les participants, votre vidéo et votre micro est coupé. Par contre, pour interagir avec nous, vous pouvez soit nous communiquer dans la partie chat ou vous pouvez nous poser des questions directement. Vous avez bien sûr un onglet en haut de votre fenêtre. Normalement, il y a questions-réponses et également le chat pour que vous puissiez interagir et poser des questions aux différents intervenants. Donc, je vais me présenter très rapidement. Je suis Jonathan Huynh, je suis chargé de mission copropriété à l'Agence locale de l'énergie et du climat MDE. Et je vais laisser mon collègue aussi se présenter. Bonjour tout le monde. Alors, moi c'est Dibissal, je suis conseiller énergifère aussi à l'Agence locale de l'énergie MVE. Voilà, donc je co-anime ce webinaire avec mon collègue Jonathan. Donc, qu'est-ce que l'Agence locale de l'énergie climat MVE? Pour faire très rapidement, en fait, on porte une mission de conseil. Donc, on porte un espace FAIRE qui veut dire faciliter, accompagner et informer sur la rénovation énergétique. Donc, notre objectif, c'est de vous conseiller de manière neutre, gratuite et indépendante sur tout ce qui est maîtrise de l'énergie, sur tout ce qui est rénovation énergétique et ainsi que sur tout ce qui est éléments d'énergie renouvelable ou autre, dans le cadre de votre projet de rénovation énergétique. Donc, on va porter deux plateformes. Donc, on a Passereno Habitat qui est pour la maison individuelle et le micro-collectif, mais on a également le coach copro pour tout ce qui est projet en copropriété. Donc, sur la carte, vous pouvez voir du coup notre périmètre d'intervention et de conseil. Donc, on est sur 3 territoires différents et on est sur 36 communes. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter si vous avez un besoin d'être conseillé ou même d'avoir des informations sur la rénovation énergétique, sur vos devis, sur votre projet, quelles aides vous pourriez avoir. Donc, à nous contacter. Bon, là, le numéro de téléphone, il ne sera pas là, mais vous aurez nos coordonnées mail à la fin de la présentation sur laquelle vous pouvez contacter nos conseillers. Parce qu'on est actuellement en télétravail pour la plupart. Voilà. Donc, très rapidement, on va faire un petit contexte sur la ville de Montreuil. Donc, Montreuil, c'est une commune qui est finalement très hétéroclite, qui a un tissu urbain très dense, mais aussi très hétérogène. Disons qu'on a beaucoup de bâtis anciens comme de bâtis récents. C'est une ville assez dynamique. Il y en a quand même une part assez impressionnante et assez importante en copropriété, d'où l'objet de ce webinaire, pour vous sensibiliser sur tout ce qui est déperdition de façade et sur de la rénovation énergétique. Donc là, je vais laisser la parole à mon collègue Dibissal qui va vous présenter tous les enjeux liés à la déperdition énergétique des façades. Pense à allumer ton micro, Dibi, s'il te plaît. J'ai du mal. Excusez-moi, alors, avoir le réflexe d'allumer son micro avant de parler. Donc, très rapidement, pour vous présenter, en fait, la balade thermo qui devait être tenue, en fait, initialement dans les rues de Montreuil. Donc, là, j'essaie de vous présenter un peu l'appareil qu'on utilise pour faire les clichés thermiques. Donc, c'est une caméra thermique que vous voyez à l'écran. Donc, qu'est-ce qu'une caméra thermique? Donc, c'est une caméra qui permet de mesurer en fait le rayonnement infrarouge qu'il convertit en température avec un système de code couleur que vous voyez sur la gauche de l'écran, sur la droite plutôt, à côté de la fille. Donc, si vous voyez les deux images, donc la fille avec sa glace, donc la caméra thermique permet d'aller chercher en fait les zones les plus chaudes. Donc en fait, c'est l'objet de ce webinaire pour montrer comment en fait on mesure un peu les déperditions thermiques au niveau des immeubles et des maisons. Et tu peux aller par la suite, Jonathan. Donc, pour définir un peu à quoi ça sert, une caméra thermique, donc c'est de mieux localiser les points thermiques au niveau d'un immeuble ou d'une copropriété. Généralement, c'est localisé au niveau des planches intermédiaires, mais aussi, on constate souvent quand il y a une faible isolation au niveau des parois en fait, des immeubles. Mais également aussi de mesurer un peu les fuites d'air, donc qui ont plusieurs origines. Ça peut être des fissures en façade ou au niveau en fait, des points de jonction entre
entre deux murs ou bien entre deux parois. Mais également aussi de voir aussi de l'extérieur, via les images, en fait, si un bâtiment est bien isolé ou pas. Il faut juste avoir en tête que c'était un appareil qui ne permet pas de mesurer les déperditions énergétiques d'une façade, mesurer donc quantifier, mais c'est juste pour visualiser. Ce n'est pas aussi un outil qui permet de déterminer la consommation énergétique d'un bâtiment. Voilà, donc là, on va aller sur la suite du parcours. Donc, nous sommes partis de la mairie. Derrière la mairie, on a pris la rue du 18 août, 18 août bien sûr, donc là où on a fait notre premier cliché, nos premiers clichés. Et nous avons débouché sur la place Jean Jaurès pour aboutir derrière la rue Franklin et terminer notre parcours au niveau de la rue Gaston Loriot. On va vous présenter les différents bâtiments qu'on a thermographiés. Voilà, ça c'est le premier cliché qu'on a récupéré au niveau de la rue du 18 août. Donc c'est une petite maison en meulière, donc qui est une construction spécifique des années de la du 20e siècle. Là tout de suite on voit au niveau des façades, au niveau de la façade, au niveau des parois, des fenêtres, les déperditions thermiques sous les fenêtres, donc en rouge. C'est là où on observe vraiment des déperditions thermiques. Et si vous voyez bien à la photo sur la droite, donc à la jonction entre les deux maisons, donc il y a une maison en meulière et une maison couverte en fait en enduit, qui sans doute sont de la même époque. Et on note au niveau de l'angle des déperditions de chaleur, ou d'air chaud en tout cas. Et juste à titre indicatif, donc il faut faire attention que ces clichés thermiques sont à titre indicatif, donc informatif. Donc vous avez en fait les informations dessous. Ça c'est une maison donc en meulière. Donc la difficulté aujourd'hui c'est de faire une isolation par l'extérieur sur ce type de maison. Donc sans doute on peut imaginer une isolation par l'intérieur pour ce type de maison en meulière. Est-ce que tu peux aller par la suite sur le deuxième slide, le deuxième cliché qu'on a pris à l'angle, sur la même rue du 18 août, donc à l'angle, on a pris cette maison qui s'apparente un peu à une maison des années 40-50, ou une maison en fait qu'on appelle les maisons ouvrières. Donc là tout de suite, on voit directement les ponts thermiques, donc entre les étages. Et au niveau des angles, si vous voyez la photo en haut, à droite, donc tout le trait rouge, c'est la jonction, en fait c'est l'angle de l'immeuble, donc au niveau du pignon, mais aussi les déperditions entre les étages. Donc ça c'est la caméra thermique qui permet de déterminer ça, donc après de prendre des décisions s'il y a des travaux à faire sur ce pignon ou pas. Et la suite, Jonathan. Là, on est au niveau de la place Jean Jaurès, en face, en bas du Biocop, en fait, en haut, en face de la pharmacie, au niveau de la place Jean Jaurès. Donc, je ne sais pas si vous voyez, en fait, l'immeuble qui sous-tend un peu le Biocop. Donc, là, tout de suite, donc c'est un immeuble des années 1900, en fait, les 30 glorieuses, donc les grands ensembles. Et tout de suite, on voit les déperditions thermiques au niveau des balcons. Donc, à l'angle des balcons, donc, on a des déperditions thermiques qui apparaissent, mais aussi au niveau des parois vitrées. Donc, ça, c'est assez parlant. D'habitude, dans ces immeubles, des copropriétés comme celle-ci, la difficulté, c'est de traiter les ponts thermiques au niveau des balcons. Donc, ça, vous le voyez, je pense que vous avez l'expérience de voir ça aussi. Et au niveau des parois vitrées également. La suite, là, on est aussi sur le même type de bâti, donc les 30 glorieuses. Toujours le même constat au niveau des angles, là où on voit également en fait les effets esthétiques de cet immeuble qui laisse apparaître en fait des déperditions. Donc
au-delà des retours, au-delà aussi des parois vitrées, en fait des fenêtres, des menuiseries, on voit aussi de grosses déperditions. Sans doute, soit en fait, au moment où on prenait la photo, il y avait des fenêtres qui étaient ouvertes ou pas, mais en tout cas, on note pour la plupart qu'il y a des déperditions au niveau de ces parois. Donc, c'est une maison avec une brique, en brique brute. Voilà, donc toujours le même constat que l'immeuble précédent, des déperditions au niveau des angles et au niveau des fenêtres. La suite. Donc là, on est sur un immeuble beaucoup plus récent, qui est à la continuité de la rue Franklin, donc au 7 rue Franklin. Donc c'est une maison voilà, qui peut-être date des années 1975-74, date de la première réglementation thermique, mais sans aller au-delà. Donc là, on voit clairement qu'en fait, il y a des déperditions au niveau entre les étages. Entre les étages, donc on voit tout de suite la difficulté en fait de faire des travaux ou de rénover ce type de bâtiment. Entre les étages, on a tout le temps une isolation des murs par l'extérieur pour faire le travail. En tout cas, pour couvrir ces déperditions thermiques entre les étages. Et au niveau du balcon, donc on voit qu'il y a des déperditions très rouges, très marquées. Donc là, ça c'est une fenêtre ouverte. Donc, d'où l'intérêt souvent de fermer les fenêtres, mais aussi, on voit aussi l'effet des volets qui sont vraiment isolants et que les codes couleurs sont vraiment froides. On peut aller vers la suite. Donc ça, c'est une maison en briques, donc type les anciens des HLM, comme on les appelle, en fait, les prédécesseurs des nouveaux logements sociaux. Donc une maison en briques, très déperditif aussi au niveau des murs. Donc là, tout de suite, on voit de grosses taches qui sont parallèles. Et ça donne l'impression d'avoir en fait des radiateurs qui sont installés au niveau de ces murs. Et également, en fait, cette fenêtre, soit il est ouverte ou bien c'est du simple vitrage. Et la fenêtre d'en haut à gauche aussi qui est très déperditif au niveau de ces garde-fous. Et la suite, donc dans la continuité, ça, on est au niveau de la rue Gaston-Loriot, tout au début entre la rue Gaston-Loriot et la rue de Rony. Et ça, c'est une copropriété que nous avons accompagnée, donc des années 30, en fait, c'est un grand ensemble, en fait, comment on appelle ça? C'est des immeubles des grands ensembles, donc 30 glorieuses aussi. Donc ça, c'est MVE qui a accompagné le projet de rénovation énergétique. Tout de suite, on voit qu'il y a des travaux qui ont été effectués, notamment l'isolation des murs par l'extérieur. Donc si vous voyez, en fait, c'est très froid. Les codes couleurs sont assez froids en bleu. Et au niveau des fenêtres aussi, avec des volets ou sans volets, sans doute, avec des volets en fait qui sont isolants. Mais on constate toujours également en fait qu'il y a des déperditions au niveau des fenêtres, au niveau de la menuiserie des fenêtres. Donc ça c'est un constat unanime, mais aussi au niveau des balcons. Donc on revient sur l'histoire des balcons qui sont toujours déperditifs. C'était ça, à mon avis, sur l'essentiel de la blague thermique. Donc, je vais laisser la parole à Jonathan pour qu'il vous donne la suite. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Du coup, on a déjà une première question. Hein. On va peut-être aborder aussi les questions. Une personne qui disait, finalement, si on pouvait déterminer les fenêtres, si elles sont en double vitrage ou pas. Donc ça, il faut être très vigilant pour la caméra thermique. Je vais y répondre du coup. Que la caméra thermique ne permet pas de visualiser si c'est du simple double vitrage, parce qu'en fait, il y a un effet reflet qui va se faire, donc on peut avoir des mauvais résultats sur la caméra. Donc il faut être très vigilant pour tout ce qui est simple ou double vitrage. Donc après, c'est plutôt au niveau du confort qu'on va constater si c'est du simple ou double vitrage. Et une autre question, du coup, ça je vais te laisser répondre, Jibi, je pense. On doit privilégier une utilisation en hiver pour apprécier la déperdition de chaleur.
en termes de caméra thermique? Alors, oui, moi je dirais oui, hein, parce que c'est là où en fait c'est la période de chauffe. Donc c'est là c'est là où on arrive en fait à mieux avoir des résultats en termes de clichés. Et moi je dirais oui, donc c'est une oui, C'est c'est un ça, oui. c'est Donc qu'en fait, ce oui, qu'il faut retenir en fait de cette balade thermique, c'est qu'il faut toujours faire ces clichés thermiques lors de saison de chauffe. Parce que ce qu'on va chercher nous à repérer en fait lors d'une de prise de cliché thermique, c'est la chaleur qui s'échappe. Si un bâtiment n'est pas chauffé, même s'il est déperditif et qu'il n'est pas chauffé, on ne verra pas les déperditions. Par contre, s'il est bien chauffé, on verra très vite là où il y a des manques en termes d'isolation ou même en termes de qualité architecturale qui fait qu'on a de la déperdition sur certains aspects de la façade. Donc oui, il faut bien le faire lors de la saison de chauffe pour pouvoir apprécier cette déperdition. Du coup, ça c'est un schéma assez rapide pour expliquer finalement que la rénovation énergétique, c'est un domaine qui prend quand même du temps. Donc ça, c'est pour vraiment tous ceux qui participent hein, à ce webinaire. C'est que quand on s'engage dans la rénovation énergétique, c'est des projets en moyenne qui vont de 3 à 6 ans. Donc il ne faut pas s'étonner que ça prenne un peu de temps dans la durée, mais pour autant, il faut bien faire les choses. Donc l'idée, c'est de bien suivre les étapes, de ne pas les griller, parce que si on va trop vite, bah, on peut faire des erreurs et en allant trop vite, on peut faire beaucoup de bêtises. Et ça, on peut le constater dans certains projets qu'on a pu conseiller. Donc, il faut bien faire attention à bien se faire accompagner, que ce soit par des structures comme la nôtre, hein, pour vraiment vous conseiller tout au long de votre projet. Parce que l'idée, c'est que nous, on a un tiers de confiance, l'idée, on ne vous vend rien. L'idée, c'est qu'on veille à que votre projet se passe bien et qu'à chaque étape, tout soit bien et qu'on puisse aussi servir parfois qu'on soit un peu cette passerelle qui permet d'échanger entre les professionnels et la copropriété pour faciliter, parce qu'en fait, on est vraiment facilitateur dans le projet. C'est s'il y a un point de blocage, on essaye de trouver des solutions. Et voilà. Du coup, après, on a fait un guide, du coup, les clés de la rénovation énergétique, lors d'un projet de rénovation énergétique. Vous avez le lien en dessous de la slide, donc n'hésitez pas à le télécharger et à prendre contact avec nous si vous êtes dans un projet de rénovation énergétique, ou du moins vous vous lancez dans la réflexion, ou vous avez déjà commencé à faire des choses. On est là pour vous accompagner. Et donc, pour donner plus de poids finalement à ce webinaire, on a voulu avoir un retour d'expérience assez important, notamment d'une copropriété qu'on a accompagnée dans son projet de rénovation énergétique à Montreuil, qui se situe avenue de la Résistance. Donc, ce soir, on a plusieurs intervenants qui seront présents pour vous parler de ce projet. Donc, on a à la fois le président du conseil syndical qui va pouvoir parler de ce projet. On a le cabinet d'ingénierie financière qui est représenté par Energy Pulse et par Noémie Fitoussi. Nous avons le cabinet ATA, donc c'est l'architecte M. Loras qui va pouvoir intervenir. Et on a également Irène Demout et Mathieu de Vireux qui représentent finalement l'entreprise qui a réalisé les travaux de façade. Donc je vais laisser monsieur le président du conseil syndical nous introduire un peu sa copropriété, si monsieur veut bien allumer son micro. Est-ce que vous m'entendez, monsieur, monsieur le président du conseil syndical? Ah, je vois que votre micro est allumé, donc est-ce que vous pouvez parler? Oui, alors on va essayer d'intervenir. On a des problèmes de connexion, donc ça risque de couper d'un moment à l'autre. J'essaie de régler ça. Je vous laisse avec monsieur le président. Ça marche. Oui, bonjour. Donc, ça marche? Oui, on vous entend, c'est parfait. Oui. Très bien. Bonjour. Dans notre copropriété, nous avons toujours privilégié le recours lorsque l'on a besoin de compétences précises à des bureaux d'études. Lorsque nous avons envisagé donc de réaliser un ravalement avec isolation thermique, nous nous sommes entourés de plusieurs cabinets conseils sur lesquels j'aurai peut-être l'occasion de revenir. Mais je présente notre copropriété.
Nous avons plusieurs bâtiments, c'est du rez-de-chaussée plus 8 étages pour le principal, où il y a environ 100 appartements, de 1 à 5 pièces. Et nous avons aussi 4 cages d'escalier, disons, qui sont du rez-de-chaussée plus 10 étages. Donc, à chaque fois, environ 100 personnes, 100 appartements. Et nous avons également un immeuble de bureau qui fait 3 étages. Et sur le côté boulevard Rouget de Lille, la poste de Montreuil, et la poste principale, et un certain nombre de commerces, hein, pour décrire un peu. Nous avons effectivement un grand nombre d'emplacements en parking, plus de 250, qui viennent compléter tout cela. Donc, le but était effectivement, vous avez parlé tout à l'heure des fenêtres en double vitrage, ça on l'avait déjà réalisé quelques années avant, en apportant effectivement notre attention sur le fait qu'il existe des doubles vitrages thermiques et d'autres qui sont phoniques, hein. Donc, voilà ce que l'on avait. Ensuite, on voulait améliorer esthétiquement l'immeuble, et donc la partie isolation thermique, pour plusieurs raisons. D'abord, effectivement, pour réaliser des économies d'énergie, et puis avec aspect non négligeable, travailler pour nos enfants pour ne pas, enfin, pour éviter le maximum de déperdition. Ensuite, bien entendu, ceci nous permet de générer des économies de consommation, et puis valoriser le patrimoine, puisque effectivement, on peut faire quelque chose de très convenable et de très beau au niveau esthétique. Notre copropriété date de 1973, et notre dernier avalement remontait à entre 12 et 14 ans. Mais à l'époque, la partie thermique était essentiellement portée sur le changement des fenêtres, des vitres. Nous avions donc 4 cabinets, enfin un certain nombre de cabinets conseils. MVE nous a assisté régulièrement lorsque nous avions besoin d'efficacité et de compétences. Nous avons un bureau d'études qui est le bureau ATA, Monsieur Leras, architecte spécialisé en copropriété. Le bureau d'études ici, qui lui est spécialisé en tout ce qui est donc ces questions thermiques, tout ce qui est énergie, et qui est notre cabinet conseil également en matière de chauffage. Énergie Pulse, qui nous a aidé dans le montage du dossier pour voir si, sur le plan des subventions, certains copropriétaires et ou l'ensemble de la copropriété pouvaient en bénéficier. Et un appel d'offres avait donc été lancé après avoir élaboré le projet en accord donc avec nos conseils. Pour 5 corps de bâtiments, je ne vais pas entrer dans les détails, mais à chaque fois, 4 entreprises étaient sollicitées pour répondre à un cahier des charges établi par le cabinet ATA. Et donc, ce que nous avons retenu pour la partie donc, ravalement et isolation, c'est le bureau Secateb. Voilà, je pense que nous reviendrons tout à l'heure un peu sur le détail, mais là, pour l'instant, je pense que je voulais présenter surtout la copropriété. Ça marche, du coup, je vais reprendre rapidement la main dessus. Donc, je vais quand même présenter rapidement certains éléments, notamment sur l'audit énergétique qui a été réalisé en 2016 par le cabinet ESIC. Donc, l'objectif, finalement, d'un audit énergétique, c'est de montrer, finalement, les forces et les faiblesses du bâtiment et de trouver des actions à mettre en place et avoir des scénarios de travaux pour améliorer le confort thermique, mais aussi la valeur patrimoniale du bâtiment. Donc là, on voit que la copropriété était en étiquette C et qu'elle basculait quasiment sur un scénario rénovation BBC avec une étiquette B.
notamment de 72 kWh par mètre carré d'énergie primaire par an. Donc, du coup, je parlais de cet audit énergétique qui a permis finalement de dégager des actions à mettre en place pour améliorer le bâtiment. Donc, on a quelques résultats qui permettaient de prioriser un peu les travaux et aussi d'avoir des pistes en fait de travaux à mettre en place, ne serait-ce qu'agir sur la ventilation, faire de l'isolation thermique par l'extérieur pour traiter les ponts thermiques, traiter le plancher bas et autres actions. Donc là, on va revenir sur les éléments plutôt de travaux. Donc je vais laisser la main à Monsieur Loras qui sera le plus apte à parler de l'aspect technique des travaux. Alors, bonsoir à tous. Oui, effectivement, comme vous l'avez mentionné un peu plus tôt, donc les travaux qui ont été engagés font suite à un partenariat qu'on a pu avoir avec le syndic, le conseil syndical et les différents intervenants, que ce soit Énergie-Pulse et que ce soit ESIC. Donc, après avoir identifié un certain nombre de problèmes, puisque le cadre de notre mission était, dans un premier temps, le ravalement, on est venu raccrocher tout ce qui était protection énergétique, de façon à pouvoir marier les travaux de ravalement avec les avantages qu'on pouvait avoir. Aujourd'hui, les économies d'énergie et puis subventionner une grande partie par l'État. Donc, notre panel de travaux se décomposait principalement avec les travaux de ravalement, puisque ça représentait près de 25% des pertes énergétiques. Donc, ravalement avec isolation thermique par l'extérieur. Quand je parle de ravalement, je parle effectivement des façades, des murs pignons, avec isolation, mais je parle aussi des loggias, des étanchéités de sol, des remplacements de garde-corps, puisque depuis 1973, les garde-corps en acier ont beaucoup évolué. On parle maintenant de garde-corps en aluminium thermolaqué avec scellement et visserie en acier inoxydable, donc des ouvrages qui, dans le temps, perdurent et ne nécessitent pas d'entretien. Et puis, on a l'isolation thermique aussi des planchers hauts des rez-de-chaussée, qui sont aujourd'hui des postes qui ont été généralement oubliés dans ces années-là et qui créent quand même des ponts thermiques relativement importants. Ensuite, à partir du moment où on réalise un ravalement avec isolation thermique par l'extérieur, il faut absolument s'attacher à la ventilation des logements. Donc ça, c'est une chose primordiale si on ne veut pas aggraver ou causer des problèmes de condensation dans les appartements. Donc, notre objectif était aussi de rénover toute l'installation de ventilation mécanique contrôlée qui existait et qu'on a remplacé, donc avec effectivement des appareillages beaucoup moins énergivores, adaptables en fonction des appartements et de la présence dans ces appartements. On a profité aussi de ces travaux pour reprendre la restriction complète des complexes d'étanchéité, des toitures terrasses qui nécessitaient et qui n'avaient jamais fait de travaux de rénovation. Et puis, tout ce qui était électricité, que ce soit extérieur ou sous les porches, avec des appareillages plus modernes, plus économiques, avec des détecteurs de présence. Voilà, donc c'est la grande majorité des travaux qu'on a lancés sur cette résidence et qui représentent un peu plus de 3 millions de travaux. Les travaux sont aujourd'hui en cours. Vous allez voir un petit peu plus loin des photos prises d'une façade. On n'a pas montré 50 façades, mais d'une façade où effectivement, avant les travaux, pendant les travaux et après les travaux. Et vous verrez qu'effectivement, le ravalement change non seulement l'esthétique, mais la technique aussi des façades. Oui, je me permets de prendre la parole. Vous aviez fini, Monsieur Loras? Pour l'instant, oui, allez-y. Ok, parfait. Du coup, Noémie Fitoussi, Énergie-Pulse, donc l'ingénieur financier sur le projet. Donc nous, notre rôle dès le départ sur ce projet, ça a été d'identifier du coup les financements qui étaient possibles pour ce projet de rénovation qui était très ambitieux et assez coûteux. Identifier les financements et informer les copropriétaires de manière collective et individuelle sur les aides qu'ils pourraient avoir à titre individuel et collectif, et puis in fine monter les dossiers de subvention auprès de tous les organismes.
Ce projet, comme vous le disiez, était à un peu plus de 3 millions d'euros TTC. Là-dessus, donc, nous avons mobilisé pour 34 copropriétaires des subventions individuelles sous condition de revenus de la part de l'ANA, donc l'Agence nationale pour l'habitat. Ça représente à peu près 161 000 euros de subventions. Et puis, des certificats d'économie d'énergie qui, là, sont venus aider collectivement la copropriété, donc 210 000 euros pour tous les copropriétaires sans condition. On a également un petit montant, donc 10 000 euros pour les aides du département, qui pour l'instant est en suspens, mais on espère pouvoir qu'elle soit bien confirmée pour la copropriété. Donc, au global, c'est un taux de 12% de financement. Je dis bien au global parce qu'en fait, pour les personnes modestes et très modestes, les subventions cumulées ont pu représenter plus de 50% de la quote-part, ce qui était quand même très important de pouvoir financer les personnes qui avaient des difficultés pour payer une quote-part relativement importante, puisque le coût au logement est situé entre 7 000 et 20 000 euros en fonction des typologies d'appartements. En parallèle, on a également proposé et mis en place un prêt collectif, donc c'est-à-dire un prêt qui est proposé, voté en assemblée générale et proposé aux copropriétaires, qui n'est pas obligatoire mais qui est du coup à adhésion individuelle. Et ce prêt à plus de 500 000 euros a permis de financer un grand nombre de copropriétaires pour pouvoir payer l'intégralité, tout ou partie de leur quote-part. Donc voilà sur l'aspect financier. Si vous avez des questions sur les aides, n'hésitez pas. Sinon, on peut peut-être dérouler la suite. Ouais, on va pouvoir passer à la suite du coup. Donc on va laisser du coup l'entreprise Socateb présenter son entreprise et son travail sur cette copropriété. Bonjour, Irène Demout. Donc, je suis commerciale à l'entreprise Socateb et je suis accompagnée de Mathieu Devireux, qui est le conducteur de travaux sur cette opération. Donc, nous, on est spécialisé dans tout ce qui est rénovation énergétique et sur cette opération, sur laquelle on intervient principalement en isolation thermique sur les façades. Il y a une petite particularité que je vais laisser expliquer à Mathieu Devireux concernant les allèges, c'est les parties claires que vous voyez en bas des fenêtres, c'est ce qu'on appelle des allèges, pour lesquelles on a apporté une double isolation parce que aujourd'hui, ce sont des allèges qui sont un peu inclinées. Et pour éviter qu'on ait des problèmes par la suite de vieillissement prématuré, on a rajouté des épaisseurs d'isolant pour arriver à une allège qui soit droite et qui ait plus de pans inclinés, qu'on ait plus des coulures et des salissures à long terme sur l'ensemble de ces allèges. Ensuite, on a travaillé aussi au niveau de l'isolation des persiennes, au niveau des fenêtres, où il y avait une problématique pour pouvoir ranger et rabattre les persiennes au niveau des fenêtres. Je vais laisser la parole à Mathieu pour qu'il explique un petit peu comment on a travaillé sur les angles pour pouvoir rabattre les persiennes malgré l'isolation thermique des façades. Donc bonjour à tous, donc Mathieu, donc conducteur de travaux donc de l'opération. Le chantier, si vous voulez, il a fallu qu'on s'adapte un peu à la configuration du bâtiment qui est, comme disait donc Irène, une configuration assez particulière, notamment vis-à-vis des allèges qui sont bisotées. À la demande de la maîtrise d'œuvre, c'était étudier le projet de faire en sorte que les allèges soient redressés à l'aide de l'isolant. Voilà, donc ça a évité par la suite les écoulements d'eau et qu'on puisse retrouver une façade entre guillemets traditionnelle. Donc ça, c'était la première configuration à prendre en considération. Alors, on s'est servi finalement des panneaux d'isolant pour pouvoir créer justement la forme de biseau et venir épouser donc la façade existante qui était bisotée pour finir avec une façade droite recouverte par la suite de bavettes pour qu'on puisse éviter donc les écoulements d'eau. Concrètement, c'est une opération qui est focalisée donc sur l'isolation thermique. Qu'on réalise, donc c'est une opération qui se réalise sur 24 mois. On la réalise donc en plusieurs phases, c'est-à-dire à travers des nacelles et puis des échafaudages de pieds.
en fonction de la configuration du bâtiment. Donc, voilà, on évolue au fur et à mesure du temps. Donc, c'est des réceptions qui sont faites de manière partielle avec la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Et puis donc, l'avancée se fait de manière régulière, c'est-à-dire que les nacelles, on les rip au fur et à mesure. Et le chantier avance tout à fait correctement. Voilà. Donc, il y a une chose à souligner dans ces travaux de rénovation énergétique, c'est que l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire la maîtrise d'ouvrage, donc le syndic, le conseil syndical, l'architecte, l'ingénierie financière, les membres des ALEC qui ont aussi aidé au développement de ce projet, ont tous travaillé dans le même sens, et ce qui fait que sur le chantier, malgré la complexité, la technicité mise en œuvre, c'est un chantier qui se passe bien, qui se déroule bien. Et ça, c'est un point à souligner parce que ça peut faire peur, une rénovation énergétique, mais quand les choses sont préparées et qu'elles sont étudiées et que tout le monde travaille dans le même sens, ça fonctionne. Et même si ça prend du temps parce que effectivement, il faut débloquer des aides, il faut que le projet mûrisse. Il y a des travaux en amont qui sont faits par l'architecte aussi, par toute la maîtrise d'ouvrage et les ingénieries financières, permettent aussi de débloquer toutes ces situations-là. Donc l'information, la communication pour réussir un projet de rénovation sont indispensables dans nos métiers. Alors, moi, je veux juste rebondir rapidement. C'est tout à fait vrai ce que vous dites. C'est d'abord la communication et puis la connaissance un petit peu des différents intervenants. Je veux juste rebondir moi sur l'isolation thermique par l'extérieur. On a, comme bien souvent sur ce type de construction des années 70, de l'amiante sur les façades. Chose importante aujourd'hui, très réglementée. Aujourd'hui, sur cette résidence à Montreuil, on a des panneaux en glasal, ce qu'on appelle glasal, ce sont des panneaux préfabriqués qui contiennent de l'amiante et qu'on ne peut pas toucher sans engager de travaux très importants et très coûteux. Donc le but sur cette résidence, ça a été de conserver ces panneaux, de les recouvrir avec un habillage, un bardage extérieur et d'en profiter aussi pour apporter une isolation thermique sur ces ouvrages. Donc les protéger dans le temps, de façon à ce qu'ils ne se détériorent pas, protéger et isoler, puisque c'est généralement à ces endroits-là qu'on a des ponts thermiques, puisqu'absence d'isolation thermique derrière. Voilà, c'était juste une petite parenthèse, parce qu'on retrouve ce genre d'ouvrage sur beaucoup de résidences des années 70-80. C'est exact. Il y avait une question dans le chat de Michael qui nous dit « Ce que j'ai retenu d'autres présentations est qu'il est préférable de totaliser des travaux importants et multiples pour pouvoir bénéficier d'aides et de subventions. Dans notre cas, nous venons de changer chaudière et radiateur, il nous faut donc attendre. » Alors, c'est vrai que l'idée d'un… En fait, plus vous allez optimiser le projet, mieux vous allez être financé. C'est-à-dire que dans l'idéal, on va venir faire un projet qui va être suffisamment ambitieux pour pouvoir solliciter des subventions publiques qui vont être de plus importantes, plus le projet va être ambitieux, mais aussi que le projet soit faisable financièrement, bien sûr, pour les copropriétaires. Après, rien n'empêche à une copropriété qui a déjà démarré des travaux de réfléchir globalement aux travaux qui lui restent à faire. Donc là, si vous avez travaillé sur les systèmes chaudière et radiateur, il faut penser à l'enveloppe. Normalement, on fait dans l'autre sens, mais il n'est pas trop tard pour y réfléchir parce que vous allez vraiment optimiser et faire de vraies économies d'énergie une fois que vous aurez isolé votre enveloppe. Donc ça, c'est important de vous poser la question. Et si vous ne savez pas par où commencer, faire un audit global, architectural et énergétique pour dresser les priorités et savoir justement comment faire les choses, dans quel sens pour optimiser un projet de travaux. Ça, j'ajouterais plusieurs éléments. Comme l'a très bien dit Noémie, effectivement, si on a travaillé déjà sur les aspects équipement, on peut toujours travailler sur l'enveloppe du bâtiment. C'est vrai que quand on a une approche un peu plus globale, on va plutôt d'abord travailler sur l'enveloppe pour optimiser vos besoins et diminuer en fait vos charges en chauffage, par exemple, puis après opter pour un équipement plus performant. Là où il ne faut pas non plus se dire j'ai fait les équipements, je ne peux plus faire grand-chose. Non, je pense que parfois, on est dans l'obligation, et c'est l'urgence. J'ai beaucoup de copropriétés dans ce cas-là. Il faut rénover la chaudière parce qu'elle est tombée en panne. Dans ce cadre-là, oui, il faut rénover la chaudière et après travailler sur l'enveloppe du bâtiment. Et pour revenir à ce que disait M. Laura, ce qui est très important sur l'amiante,
souvent les copropriétés, ils font l'amalgame entre deux diagnostics. Donc on a le diagnostic technique amiante qui donne du coup un état en fait du bâtiment sur où on peut trouver de l'amiante. Mais par contre, dans tous les travaux où on va commencer à faire un ravalement ou autre chose, on va devoir faire, avant de lancer les travaux, un diagnostic amiante avant travaux. Et ça, c'est très important parce que ça permet du coup de savoir où se trouve vraiment l'amiante et quelles solutions on va mettre en œuvre, que ce soit par exemple une entreprise comme Socateb, sur comment elle va réaliser ses travaux pour du coup traiter ces problèmes d'amiante. Et après, il y a aussi Monsieur Loras, donc un architecte qui puisse proposer des solutions adaptées à ça. Donc je vois qu'il y a une autre question. Donc quelle est la durée moyenne de l'amortissement du coût des travaux nets de subvention aide par les économies d'énergie? Donc je vais laisser Noémie répondre, mais je vais donner quand même un élément de réponse à ça, parce que je sais que c'est toujours un peu, toujours un peu complexe à répondre. Je dirais que ce qu'il faut comprendre de la rénovation énergétique, il faut aller parfois plus loin que ce qu'on appelle le temps de retour sur investissement. L'idée, par exemple, prenons le cas d'un ravalement avec isolation thermique. Dans le cas d'un ravalement, vous ne vous posez pas ces questions-là. Un ravalement simple, vous dites le bâtiment il tombe, il faut faire le ravalement. Mais si on fait un ravalement thermique, c'est pas de se dire on va chercher un temps de retour, c'est plutôt on va chercher à améliorer le confort thermique du bâtiment et à le valoriser, le patrimoine en fait de votre bâtiment. Et l'idée c'est que l'aide, c'est plutôt un levier pour vous permettre de ajouter parfois juste le surcoût de l'isolation à financer. Donc je vais laisser peut-être Noémie compléter à ce niveau-là. Moi, je vais juste rebondir aussi dessus, c'est qu'on a aussi le problème de l'amiante, et je reviens dessus, et on s'aperçoit que sur certaines résidences, lorsque la présence d'amiante est trop importante, ça coûte moins cher de réaliser un encapsulage avec une isolation thermique par l'extérieur que d'essayer de faire un décapage et un ravalement classique. Donc ça, c'est important. On a besoin de toutes les données au départ de l'étude pour savoir quel type de travaux on va réaliser. Et bien souvent, on s'aperçoit qu'avec de l'amiante, on ne peut pas décaper, ou alors ça coûte très cher. On a des confinements excessivement importants et coûteux à réaliser, et que finalement, de faire un encapsulage avec une isolation thermique et de pouvoir en plus bénéficier d'aide, et en plus de pouvoir faire des économies d'énergie, c'est beaucoup plus intéressant pour la copropriété. Donc, on a vraiment besoin de tous ces éléments pour pouvoir définir la nature exacte des travaux et les travaux les plus avantageux pour la copropriété. Ça, c'est important. Oui, tout à fait. Je tout à fait d'accord avec ces deux interventions. Effectivement, on ne peut pas vraiment déterminer de temps de retour sur investissement d'une moyenne. C'est juste pas possible parce que techniquement, chaque bâtiment est unique et voilà, ça fait l'objet d'un calcul bien spécifique. Après, optimiser un projet, c'est aussi sortir de cette logique uniquement liée au temps de retour sur investissement. C'est réfléchir au global, comme le disait Jonathan, sur le confort, sur la plus-value, la valeur verte et l'intérêt que vous avez de réaliser ces travaux de rénovation énergétique. Donc, c'est vraiment une vision globale du projet qui fait en sorte que vous avez un projet qui va vous permettre de faire des gains énergétiques, des économies et d'avoir du confort, qui va pas vous coûter beaucoup plus cher, qui peut-être vous coûtera plus cher qu'un ravalement simple, mais encore Monsieur Loras disait un bon exemple, quand vous avez de l'amiante, c'est pas le cas. Donc ça se fait vraiment au cas par cas et en tout cas vous en sortez avec un bâtiment qui est revalorisé et où on peut, comme c'est le cas pour cette résidence à Montreuil, vous voyez les photos, elle est redéfinie de manière visuelle. Vous avez carrément autre chose. Donc c'est vraiment très intéressant et c'est aussi l'intérêt de ces rénovations énergétiques ambitieuses. Après, du coup, je vois un petit message sur le chat, du coup, qu'on n'est pas d'accord avec moi sur l'argent. Je suis complètement d'accord avec vous. Hein. L'argent, ça reste le nerf de la guerre. Hein. Il faut pouvoir, c'est des travaux importants, on l'a vu, hein, on est quand même sur un montant de travaux de 3 millions. Et en effet, je pense qu'il faut bien distinguer les choses. Le temps de retour sur investissement, c'est un fait. Mais dans tous les cas, moi, je prends le parti pris de me dire, vous avez un bâtiment qui a besoin aujourd'hui d'être réhabilité. Dans tous les cas, vous allez investir une certaine somme. Parce que ce qu'on voit, et ce qui est dramatique dans certains cas, on l'a sur notre région, ou même, je ne vais pas parler des cas, par exemple à Marseille ou même à Saint-Étienne, c'est qu'à force de ne pas vouloir dire, voilà, ça coûte cher la réhabilitation, c'est un fait. Ça coûte cher, c'est un investissement. Mais un bâtiment, c'est comme un corps humain. Au bout d'un moment, il faut l'entretenir. Donc si on ne l'entretient pas, il tombe en ruine. Ça, c'est bien sûr l'effet dramatique. Je ne suis pas là pour grossir les traits, mais voilà, c'est un peu ça.
c'est un peu la caricature. Mais donc, je comprends très bien cette question-là. Et l'idée, c'est que tous les acteurs d'un projet, que ce soit l'ingénieur financier, l'architecte, nous en tiers de confiance et l'entreprise façadière et même le syndic et le conseil syndical, c'est qu'on travaille de pair aussi à trouver des solutions. Parce qu'on sait que ça a un certain coût la rénovation énergétique. Et l'idée, c'est de... Là, on n'est pas rentré dans le détail de l'ingénierie financière, mais l'idée, c'est que, je pense que Noémie sera la plus apte à en parler, mais on essaie de trouver une solution pour chaque copropriétaire, pour chaque situation différente. L'idée, c'est pas qu'on fait un plan de financement, enfin, on fait un plan de financement plutôt global, mais on fait effectivement aussi un plan de financement pour chaque copropriétaire. Donc, je vais peut-être laisser Noémie apporter plus de précision en ce sens-là, mais le copropriétaire sait, pour avoir été à la réunion de présentation de ce projet-là, le copropriétaire sait ce qu'il a payé, quelles aides il aura, et quel le reste à charge il aura à faire. Et en plus, on va même plus loin. On va parler de tout ce qui est mensualité à payer, notamment via des prêts. Donc, je vais laisser Noémie ajouter des éléments plus pertinents. Oui, oui, tout à fait. En fait, comme vous l'avez compris, par le biais des subventions individuelles, les copropriétaires n'ont pas les mêmes restes à charge. Donc, pour un copropriétaire modeste ou très modeste qui va avoir des aides, lui, il va avoir à payer, par exemple, je le disais tout à l'heure, presque la moitié de sa quote-part. Donc, cette logique-là d'ensemble du temps de retour sur investissement, typiquement ici, elle ne s'applique pas. L'importance, c'est que quand on prépare un projet de cette ampleur, on ait déjà l'adhésion de toute l'équipe et d'un conseil syndical très organisé, très soudé. Je laisserai d'ailleurs peut-être le conseil syndical réagir sur ce type d'argument et qu'est-ce qui pour lui a fait mouche dans sa copropriété. Mais on s'appuie du coup sur des partenaires très importants dès le début du projet. Et puis surtout le fait que de manière transparente, chaque personne sait avant l'Assemblée générale combien ça lui coûte et comment il va pouvoir financer ses travaux. Après, je le lisais sur le chat, et sur le chat, Madame Demuth-Socateb le dit très bien, la rénovation, c'est un investissement. Et ça, les copropriétaires ne s'y trompent pas. À partir du moment où les gens savent combien ça leur coûte, qu'ils ont des solutions financières, des prêts qui sont possibles, et qu'on ne les met pas en difficulté, ça j'insiste là-dessus, eh ben, les gens sont largement favorables à ce type de projet. Et c'est ce qui s'est passé à l'Assemblée générale de Meriel en janvier 2019. Les copropriétaires étaient très favorables à un projet qui était quand même coûteux. J'aimerais bien qu'on entende du coup le conseil syndical de votre propre retour d'expérience là-dessus. Oui, on va donner du coup la parole au président du conseil syndical, si vous nous entendez toujours, parce qu'il y a un petit problème de connexion. Ah oui. Activez votre micro. Là, on entend par intermittence. D'accord. Nous, on vous entend bien. Vous m'entendez? Ouais, là, on arrive à plus ou moins vous entendre. Vous êtes audible. Bon, on va essayer. Alors, je voudrais quand même revenir sur 2 ou 3 points. Le premier, c'est que nous avons donc la démarche importante qui cale, et très rapidement, qui est effectivement toute la présentation qui doit être faite, puisque c'est notre rôle, à l'Assemblée générale pour expliquer les avancements du projet, la réalisation, les coûts et ce que ça apportera. Notre objectif principal, c'était... Petite coupure, j'ai l'impression. C'est bon. Oui, une coupure. Oui, je disais donc notre objectif principal, c'est l'amélioration du bien-être, l'esthétique de la copropriété, avant les raisons financières. Bien entendu, elles sont incontournables, mais je voulais poser cela en priorité, d'autant plus qu'à l'un des moments où, tout à l'heure, il y avait une audition nette, il a été question de retour sur investissement. Là, je suis dans ma partie professionnelle. Le retour sur investissement sur un travail de cette nature. Petit souci technique, mais oui, voilà, on vous réécoute. C'est une aberration parce que Attendez, voilà, c'est un problème de connexion, on va attendre un petit peu. Attendez juste. Est-ce que vous m'entendez du coup, le conseil syndical, est-ce que vous nous entendez ou pas?
Parce que du coup, ça... Sinon, on l'appelle au téléphone et puis il passe la conversation. Oui, c'est important. Ce que vous disiez tout à l'heure, vous disiez du coup, parce que ça a coupé un petit peu, on essaie de mieux vous entendre. Alors, j'étais en train de dire que notre objectif, c'était l'amélioration du confort et le bien-être avant les histoires, certes importantes, de valorisation du patrimoine et d'économie que l'on réaliserait par la suite. Je disais aussi, puisque j'en ai parlé de retour sur investissement, que le retour sur investissement dans une opération de ravalement me paraît complètement impossible à évaluer, ou alors c'est la boule de cristal. On ne connaît pas l'évolution des taux, on ne sait pas comment tout cela sera réparti. Et Ah, ça a recoupé. oui. Ce que je vais peut-être faire, c'est de vous appeler. Ah, on vous entend plus. Sinon, peut-être qu'il peut le mettre par écrit. Oui, vous pouvez l'écrire. Attendez, parce que ouais, oui. Oui, franchement, oui. Appelez au téléphone. Attendez, je vais trouver une solution. Qu'est-ce que je fais? Je parle normalement, là, ou il y a quelque chose de spécial à faire? Oui, allô? Du coup, vous pouvez parler, hein, monsieur le président du conseil syndical. Je pense que... Oui. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que les participants nous entendent bien? J'ai pas l'impression que... Non, c'est... Là, est-ce que vous m'entendez maintenant? Là, ça fonctionne. Allô? Oui, on vous entend. Bon, écoutez, oui, je synthétise, puisque peut-être qu'il y a eu une partie qui a été entendue tout à l'heure. Le retour sur investissement, je disais que c'était un calcul absolument impossible à tenir, et je ne m'étends pas dessus, puisque je voudrais surtout revenir sur le rôle important du conseil syndical qui travaille avec les professionnels, les différents professionnels qui ont été énumérés, que ce soit NVE, le cabinet APA, M. Leras, que ce soit ESIC, Énergie Pulse, SOCAPEB. Et l'objectif du conseil syndical, c'est de présenter effectivement auprès des copropriétaires lors d'assemblées ou de réunions informelles que nous faisions plusieurs fois dans l'année, l'avancement de notre réflexion, l'avancement effectivement des coûts estimés, et surtout pour le bien-être, l'amélioration du confort, parce que une opération de ravalement n'est pas une opération financière, ça coûte de l'argent, certes, donc ce que l'on veut, c'est, quand on est dans nos appartements, se sentir bien, être parfait. Tout à l'heure, il a été évoqué effectivement le point du chauffage. On a un chauffage collectif au gaz, et nous avons, il y a un certain nombre d'années, passé un contrat en garantie totale avec notre fournisseur, et surtout, on a déjà dimensionné, avec l'aide des spécialistes du bureau d'études ESIC notamment, les 3 chaudières que nous avons en chaufferie, pour que ces équipements, lorsque des améliorations à l'enveloppe des bâtiments seraient faites, donc ce que nous sommes en train de faire, permettent d'avoir une efficacité optimum à ce stade-là. Nous reverrons donc une fois que le ravalement thermique va être terminé, c'est-à-dire dans peu de temps, nous allons refaire les calculs par le bureau d'études pour voir si nous devons modifier à l'intérieur de nos appartements les installations, et notamment changer les conducteurs que nous avons ici actuellement, qui n'est vraiment pas idéal, pour les remplacer par des radiateurs. Donc, quand tout sera fini, on fait l'étude thermique et on voit à ce moment-là nos 3 chaudières qu'on a changées il y a un certain nombre d'années, qui déjà nous rapportent un certain nombre de réductions de dépenses, seront optimisées.
je pense que c'est important de parler de ce point. Alors évidemment, si nous pouvons obtenir des subventions, nous en sommes très satisfaits et comme ça a été dit, là, c'est une des parties qu'on a pu entendre, les personnes à revenus modestes ont eu davantage de subventions que les autres. La copropriété, elle, par contre, au niveau des subventions, n'a pas eu ce que l'on en espérait d'après les premières études qui avaient été faites, parce que nous présentons 3 inconvénients. Nous n'étions pas avec un coefficient véritablement mauvais. Et celui qui nous choque le plus, c'est que nous avons une copropriété qui n'est pas endettée, qui fait régulièrement payer les copropriétaires dans ce qu'ils doivent, ou éventuellement trouver des arrangements pour certains, exceptionnellement, ont des difficultés. Mais nous ne sommes pas une copropriété en difficulté. Les charges sont bien payées et à partir de ce moment, ça réduisait nos possibilités d'avoir effectivement des subventions au titre de la copro. J'entends bien, pas pour chaque individu. Donc voilà, je ne voudrais pas revenir trop longtemps la parole, mais insister encore une fois sur l'amélioration que l'on a, parce que ce sont nos appartements, on vit à l'intérieur, on veut être bien, et bien entendu, si les coûts sont réduits, ben c'est davantage incitatif, mais il faut effectivement faire les choses comme il faut, informer régulièrement les copropriétaires pour qu'ils sachent comment la réflexion avance, pour qu'ils puissent prendre lors des assemblées les décisions en toute connaissance de cause. En tout cas, merci pour votre intervention. Je pense qu'elle est claire et que je pense que tout le monde a pu bien entendre. J'espère que ça a été audible pour tout le monde. Oui, on a bien entendu, Jonathan. Super, merci. Donc, je vais juste raccrocher, mais je vous laisse, je vous rappellerai s'il faut. D'accord. Du coup, je vois qu'il y a plusieurs interrogations sur le chat. Donc, comme disait Noémie, je confirme, toutes les copropriétés ne vivent pas avec un budget limité. Et l'idée, c'est de trouver des solutions. Notre plus grand, on aimerait on aimerait qu'il y ait des aides qui peuvent aider tout le monde. Ça, il n'y a pas de souci. Notamment, il y a des nouveaux dispositifs qui arrivent. Et ça, je pense qu'il faut que je vous invite aux copropriétés à prendre contact avec nous pour qu'on vous explique un peu les différentes démarches. Et au-delà de ça, je voulais revenir sur le cas qu'a souligné le président du conseil syndical. C'est vrai qu'à l'origine, on voulait débloquer une aide collective pour la copropriété. Par contre, c'est vrai que je ne le cache pas, et ça, je ne me dédouane pas complètement, mais c'est une réalité, c'est qu'il y avait des règles au niveau d'une aide collective, au niveau de l'institution, c'était une aide de l'ANA, et malheureusement, la copropriété n'a pas pu la mobiliser parce qu'elle ne remplissait pas tous les critères. En l'occurrence, la copropriété n'était pas dans une étiquette énergétique trop mauvaise, comme le disait le président du conseil syndical, mais également, elle avait aussi des locaux d'activité. Donc, c'est vrai que parfois, on peut aussi, comme disait la personne sur le chat, qu'on vit dans notre monde. Effectivement, au niveau des institutions, parfois on a l'impression qu'on ne vit pas dans le même monde que les institutions. Ils n'ont pas vraiment la réalité de terrain. Il y a des copropriétés qui peuvent et qui devraient pouvoir bénéficier de certaines aides, qui n'ont pas le droit parce qu'elles ne remplissent pas forcément tous les critères. Et ça, malheureusement, c'est une discussion qu'on essaie d'avoir, que ce soit nous ou même d'autres professionnels, envers ces institutions pour trouver d'autres financements pour aider la copropriété. L'idée, c'est pas de mettre la copropriété de haut mur. On essaie de trouver quand même les solutions pour qu'elle puisse financer les travaux. Et par rapport à ça, j'ai vu que le syndic semblait être dans la conversation. Est-ce qu'elle souhaitait intervenir? Je peux lui donner la parole s'il le faut. Parce que ça, c'est une chose que je n'ai pas précisée, mais pour avoir suivi la copropriété sur quand même plusieurs années, ils ont eu 2 gestionnaires différents. Et pour le coup, je tiens à le féliciter parce qu'ils ont eu 2 gestionnaires qui se sont toujours beaucoup impliqués dans la copropriété et qui ont toujours fait en sorte que le projet aille dans le bon sens et ne mettant pas en difficulté les copropriétaires. Donc normalement, vous pouvez normalement activer votre micro. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, bonsoir à tous. Donc Véronique Bruno-Petit, je suis la gestionnaire de la copropriété de Montreuil. C'est vrai que c'est un projet que j'ai pris en cours de route puisque je suis arrivée sur le syndic qui gérait la copropriété au mois de novembre 2019.
Donc, le projet était déjà bien avancé puisque tout avait été voté en Assemblée générale. Mais ça m'empêche pas de m'impliquer fortement, notamment au niveau des réunions de chantier qui ont lieu tous les 15 jours le mercredi matin, et de pouvoir suivre avec attention ces travaux de rénovation énergétique, puisque ça me permet également d'apprendre, puisque c'est un chantier qui a une grande ampleur. Donc voilà, c'est source aussi je dirais, d'instruction, ce chantier de Montreuil pour moi. Donc, je rejoins Monsieur Snadger au niveau du président du conseil syndical qui disait, et aussi Socateb, qui expliquait que c'était vraiment un travail d'équipe. Donc, que ce soit l'entreprise, le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage, c'est vrai que c'est important de travailler de façon concomitante. Voilà, c'est simplement ce que je souhaitais dire. Et après, je tenais aussi à appuyer ça, parce que c'est vrai qu'on a tendance à trop diaboliser les syndics en ce sens-là. C'est vrai que nous, en tant qu'agence, on participe aussi à la formation de beaucoup de gestionnaires. Donc, il ne faut pas hésiter quand on propose des formations, que ce soit nous ou même nos collègues parisiens, de l'Agence parisienne du climat. C'est qu'il faut savoir, c'est que le syndic, il a son rôle, qui est très important, mais par contre, il faut ne pas non plus l'accabler sur certaines de ses compétences. Typiquement, un architecte, j'en perds mes mots. Le syndic n'est pas forcément architecte ou ingénieur financier ou même façadier. Je pense qu'il faut aussi remettre les choses dans le contexte et dire voilà, qu'aujourd'hui, il faut pouvoir faire travailler différents corps de métier et mobiliser différentes compétences dans ce projet pour avancer au mieux. Je pense qu'on le voit aujourd'hui sur l'intervention, et je remercie d'ailleurs à chacun leur intervention sur ce webinaire. On voit le rôle de l'ingénieur financier qui trouve les moyens de financement pour valider du coup le projet et permettre aux copropriétaires de voter sereinement, parce que c'est vraiment le terme finalement, c'est de voter sereinement des travaux qui sont assez importants et en gros qui partent un peu plus libres dans leur choix. Parce que finalement la rénovation énergétique est quand même assez importante, ou même la rénovation tout court finalement est très importante pour la vie du bâtiment. Et pareil pour le rôle de l'architecte. L'architecte, c'est celui qui donne des solutions techniques, qui arrive parfois même à améliorer l'aspect esthétique du bâtiment. Donc, parfois, on peut dénigrer son rôle, mais en fait, il est très important parce qu'il souligne des techniques particulièrement importantes et parfois, il arrive même à embellir des bâtiments. On l'a vu sur certains chantiers. L'architecte arrive vraiment à donner un nouvel éclat, parfois, à certains bâtiments qui ont besoin d'un petit coup de jeune, d'un bon petit coup pour repartir sur le bon sens. Et idem pour le rôle du coup de Socateb, c'est de trouver des solutions comme ils l'ont présenté, hein, typiquement sur les allèges. Donc il faut vraiment, nous c'est notre adage hein, dans le pôle copropriété à l'agence locale de l'énergie climat MBE, c'est que le plus important dans un projet de rénovation énergétique, la clé c'est quand même la communication. Donc si on ne communique pas, on ne s'en sort pas. Donc il faut vraiment réussir à faire communiquer tout le monde et qu'on puisse aller dans le même sens et que bien sûr trouver des solutions. L'idée c'est pas de juste dire il faut se lancer. Ce que nous a pas dit le président du conseil syndical, c'est quand même un projet qui a duré très longtemps, parce que c'est un projet que moi-même j'ai accompagné dès 2016 et bien avant. J'ai des collègues qui ont accompagné ce projet dès 2014. Aujourd'hui, en 2020, on a quand même déjà 6 ans. Donc c'est un projet quand même assez long. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus se dire en se levant un matin en disant je vais rénover ma copropriété, je vais sortir tant d'argent. Non, c'est un projet qui se construit. Donc pour rassurer tous les copropriétaires, c'est un temps qu'il faut, à la fois un temps de préparation, un temps de travail avec les différents professionnels, mais aussi un temps à faire assimiler aux copropriétaires. C'est-à-dire qu'en termes de budget, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on se lance dans un projet de rénovation, on dit on va commencer dans 2 ou 3 ans, commencer déjà à mettre de côté, à trouver des solutions pour financer ces travaux-là. Parce que ce n'est pas en claquement de doigts qu'on va trouver des solutions. Je vous rassure, tout le monde n'a pas le budget limité, et bien sûr, c'est de trouver des solutions vis-à-vis de ça. Donc, par rapport à ça, je vous invite aussi à poser des questions. Si d'autres personnes ont d'autres questions, n'hésitez pas. Nous avons aujourd'hui quand même un panel d'intervenants qui puissent répondre à vos questions. Donc si vous avez plein de questions techniques ou autres, il ne faut pas hésiter à poser des questions. Et donc même pour les intervenants, hein, si vous avez un dernier mot à ajouter ou des compléments à donner sur le projet, n'hésitez pas à intervenir. Peut-être sur des points de vigilance ou sur les freins que peut rencontrer la copropriété dans son projet de rénovation énergétique. Je
peut-être laisser peut-être me dire un mot, Monsieur Loras, si vous avez quelque chose à ajouter ou pas. Hein, je ne vous force pas la main. Juste pour conclure, c'est vrai que c'est des travaux qui sont généralement importants, qui peuvent être coûteux, qui peuvent faire peur, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui se prépare, qui prend du temps. C'est de la communication entre les différents intervenants, c'est de trouver les meilleures solutions adaptées pour la copropriété, aussi bien technique, esthétique que financier. Et à partir de là, quand on a quelque chose qui tient la route, quand on a une vraie étude qui a été faite sérieusement et qu'on présente les choses en assemblée générale aux copropriétaires, appuyés avec un système de slides et de projection, on s'aperçoit que les copropriétaires, généralement, nous suivent, nous font confiance. Et c'est le cas aussi sur cette résidence à Mériel, où les copropriétaires nous ont fait confiance. Et je pense qu'aujourd'hui, le travail n'est pas terminé, hein. Il est en cours, mais tout se passe bien. Les rendez-vous de chantier se font dans une bonne humeur. Quand il y a un problème, on le règle tout de suite. On n'attend pas. Je tiens aussi à remercier le syndic et l'entreprise Socateb parce qu'elles réagissent très vite, ce qui permet de couper court et de résoudre le problème instantanément. Et c'est comme ça qu'on avance. Et je pense que voilà, il y aura, pour moi, c'est un chantier qui se déroule normalement, comme tous les autres chantiers qu'on suit. Et voilà, quoi. Donc pour moi, j'ai aucun souci. Et il ne faut pas que ça fasse peur aux copropriétaires. Voilà, c'est un peu long, c'est un peu laborieux, mais une fois que les travaux sont faits, je peux vous dire que les copropriétaires, généralement, nous remercient et sont très contents du travail. Voilà. Il faut passer le pas, tout simplement. Merci du coup pour votre conclusion. Et peut-être que l'entreprise Socateb a peut-être un autre mot à rajouter, si vous le souhaitez, bien entendu. Moi, je rejoins un peu les différents intervenants, donc en l'occurrence la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage et le conseil syndical. C'est vrai que la réussite d'un projet se fait de manière collégiale et c'est vrai que la bonne entente qu'il y a sur ce chantier-là est à souligner parce que voilà, ça permet, nous, entreprises, de faire attention aux remarques qui sont demandées par les copropriétaires et le conseil syndical et on essaie de prendre en considération l'ensemble des remarques afin d'avoir une satisfaction générale. Voilà, donc, et c'est vrai que les choses se font de manière assez simple parce que j'ai le sentiment que tous les intervenants sont bienveillants par rapport à cette opération et on a vraiment senti que lorsqu'on est arrivé sur cette opération, on était vraiment les bienvenus et ça nous a donné vraiment envie de rendre le projet satisfaisant et honnêtement, je prends plaisir à suivre l'opération. Voilà, c'est mon petit mot de la fin. Merci. Du coup, on va peut-être laisser aussi Énergie Pulse intervenir. Ouais. Moi, ce que je voulais dire, c'était peut-être aussi pour rebondir sur le point qu'a soulevé le président du conseil syndical et que tu as toi-même soulevé, Jonathan, des critères des organismes financiers pour intervenir sur certains projets. Parfois des critères qui peuvent évoluer dans le temps, qui dépendent aussi géographiquement d'une situation, qui peuvent être parfois incertains, il faut le dire. Le rôle d'une bonne ingénierie financière, c'est justement de pouvoir gérer ces incertitudes, gérer ces évolutions pour faire en sorte qu'un projet qui va naître en 2015 comme celui-ci et qui va être voté en 2019, avec toutes les évolutions et modifications du panel d'aide, que ce projet puisse être toujours financièrement faisable et surtout que les copropriétaires nous suivent. Si cet aspect-là, le moment où on a su qu'on ne pourrait pas solliciter d'aide collective pour la copropriété, je ne vous cache pas que si on n'avait pas préparé la chose et informé les copropriétaires de manière totalement transparente, ça aurait pu faire capoter les choses. C'est quand même assez compliqué. Mais on a présenté dès le départ que certains critères, qu'on visait cette aide qui était quand même un peu un Graal à ce moment-là, mais qu'on savait que certains critères ne seraient peut-être pas réunis. Et du coup, ça fait qu'on a eu la compréhension des copropriétaires et ça n'a pas remis en cause leur motivation pour réaliser ces travaux. On a pu du coup quand même solliciter pour les personnes modestes, très modestes, comme je le disais, des aides quand même conséquentes et intéressantes. Donc ça, c'est la vie d'un projet comme celui-là qui met plusieurs années à s'élaborer dans un contexte un peu fluctuant.
Et si je peux me permettre d'un dernier mot, aujourd'hui, il faut savoir que, et vous avez dû tous l'entendre, au 1er octobre 2020, il y a une aide qui s'appelle MaPrimeRénov', qui est de nouveau le crédit d'impôt, qui va venir justement pallier à cette aide de l'ANA qui était plus restrictive. Là, on va avoir une aide pour toutes les copropriétés à partir du moment où on a 35% de gains énergétiques, ce qui peut être très intéressant, notamment pour des copropriétés qu'on ne peut pas qualifier en difficulté. Donc, c'est un peu le moment de se saisir de cette aide-là, d'une aide avec un effet levier conséquent, puisque tous les copropriétaires sans condition pourront être aidés, et qui est lancé jusqu'en 2022. Donc voilà, c'était un petit point actualité pour finir sur un point positif. Peut-être le vraiment dernier mot de la fin, peut-être le conseil syndical s'il veut intervenir, ou dans ce cas-là, je pense qu'on va clôturer le webinaire. Je pense que certains ont faim, donc est-ce que vous m'entendez du coup? Oui. Ça y est, vous m'entendez? On vous entend. Parce que là, on a eu encore une. Il n'y a pas de Bon, souci. écoutez, rapidement, ce que je n'ai pas encore fait, c'est d'insister aussi sur ce travail d'équipe avec Monsieur Loras, avec Madame Fitoussi, avec vous-même, avec MVE, bien entendu. Le bureau d'études ESSI qui n'est pas représenté ici, mais avec lequel nous travaillons depuis des années, puisque régulièrement il nous assiste dans nos possibilités d'améliorer l'efficacité de nos installations. Et puis Socateb, donc qui là intervient ponctuellement, mais de façon fondamentale. Et comme ça a été dit l'un des moments où on avait la possibilité de nous écouter, c'est que quand il y a un problème, on ne va pas se cacher derrière les doigts pour dire non, il n'y en a pas. On l'évoque, on le met sur la table et on le résout tous ensemble dans une bonne entente, même si parfois il y a des accords, on finit toujours par trouver un terrain d'entente et c'est quelque chose de primordial. Je voulais donc insister là-dessus. Et le résultat, pour l'instant, déjà, ce que l'on voit, qui est une partie réduite, mais qu'on commence déjà à pouvoir apprécier, le résultat, il est à la hauteur, pour l'instant, de nos espérances. Bah, c'est une très bonne conclusion. Donc, pour le coup, on va pouvoir nous conclure. Donc, on remercie à chacun d'avoir participé, d'avoir collaboré à ce webinaire. Donc, si vous avez des questions sur le webinaire, il ne faut pas hésiter à nous interpeller. Vous avez l'adresse mail de mon collègue et de moi-même. Donc, à la suite quand ce webinaire sera fini, dans la semaine prochaine, on vous enverra le support de présentation, ainsi que les différentes coordonnées des intervenants, pour, bien entendu, si vous avez des questions, à leur poser directement. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée et en espérant pouvoir continuer dans cette bonne voie et de rénover d'autres copropriétés et essayer de trouver les bonnes solutions à chacun. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci. Très bonne soirée. À très bientôt. Merci. Au revoir. Bonne soirée.